La scientologie. Pourquoi il fallait amener ça sur le tapis? Bon, alors, cet épisode est bien, hein, vraiment, hein, j'ai quelques petites plaintes ci et là, mais je trouve que depuis pas mal de temps, on a eu quelque chose de pas super super, là ça rehausse le niveau de façon assez notable, hein, donc je vais pas trop me plaindre. Cela étant, ouais, je vais avoir quelques petites complaintes, je suis désolé, hein, c'est moi, hein, qui vont un petit peu amoindrir mon appréciation et ce qui fait que je ne mets pas un pouce levé, même si ça aurait pu, clairement, hein, avec quelques petites différences. Cela étant, voilà, on s'y jette. Alors, ça commence sur nos gars, équipe Grandis et compagnie, et qui se préparent à décoller avec le grattan, qui est donc le ballon hein, qu'ils ont fini par recoudre, hein, en grande partie grâce à Marie, on le reconnaît, c'est sympa ça de reconnaître ça, et voilà, ils se demandent un petit peu ce qui est arrivé à Nadia, parce que Jean est retourné auprès d'eux, quoi, il est revenu, et il leur a rien dit, pour une raison qui m'échappe totalement. Pourquoi il leur aurait rien dit? Pourquoi ils leur parleraient pas de cet endroit un peu bizarre, caché qu'ils ont trouvé, quoi, ces espèces de machinerie en dessous de l'île? Il n'en parle pas. Vraiment, ils disent qu'il est resté muet, il n'en a pas parlé. Il y a Samson qui vient le voir pour lui dire tu penses encore à Nadia, c'est important pour toi. Eh ben on va la retrouver, on va aller la chercher et ouais, il va y avoir un passage un peu bizarre dans l'épisode où quoi, il prendra tout seul le ballon sans le grattan, quoi, le grattan qu'il est à part du ballon maintenant. Euh, mais bon, on peut les attacher, les détacher, c'est un détail, ça. Tout seul le ballon sans personne pour l'accompagner parce qu'il veut faire ça seul. Pour une raison qui m'échappe totalement, pourquoi il y aurait personne qui voudrait l'accompagner pour l'aider? Genre Samson, Hanson, Grandis, ils sont pas attachés à Nadia, etc. Non. Et donc, en se rendant vers le dôme central où devrait y avoir Nadia, parce que ouais, ils pensent pas à essayer de fouiller un petit peu le coin où elle l'a quitté, Nadia. C'est aussi un truc bizarre, quoi. L'espèce de couloir, la grande machinerie, tout ça, il y pense pas. Quand il s'y rend pas, il essaie pas de trouver un moyen de contourner ça ou quoi que ce soit. Il y a juste une porte qu'il peut pas ouvrir, bah ok. Il essaye rien par rapport à ça. Il dit tiens, je prends un ballon pour aller au centre de l'île où il y a une espèce de dôme. Enfin, un dôme qu'on voit pas, il est invisible parce que c'est la même technologie qu'avait utilisé Gargoyle, quoi, cette espèce de protection de barrière invisible. Donc ouais, il s'y rend, il se heurte contre la barrière, le ballon se pète un petit peu la gueule et le gratin vient juste après. Genre 1 minute 30 secondes plus tard, le gratin arrive pour le suivre et je me dis mais pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous avez dit à Jean vas-y seul, on vous attend? Si au bout du compte c'est n'importe quoi, je comprends pas le délire hein. C'est complètement ridicule. Pourquoi cette espèce de séparation pour se regrouper juste après? C'est complètement stupide. Et donc ouais, c'était un peu du remplissage un peu grossier pour moi. Ah, j'ai pas parlé aussi du petit délire comme quoi ça commence de plus en plus à s'effondrer l'île et à cause de ça tout le monde tombe un peu à la renverse. Il y a Ayrton qui tombe par mégarde sur Grandis et donc la pelote sans faire exprès. Bien entendu il s'en prend plein la gueule. C'est ce genre de ficelle comique qu'on voit des milliards de fois dans les animés. Ça fait partie des trucs, des ficelles de manga et d'animation japonaise que je trouve totalement désuète et vraiment superflu quoi. On pourrait vraiment se passer ce genre de délire à la con quoi. En tout cas ouais, l'île commence à s'effondrer, il y a Hanson, il commence un petit peu à réfléchir et qui se dit ouais, étant donné que l'île semble se déplacer beaucoup plus vite qu'avant, ça a l'air bien parti pour que tout s'effondre et que et qu'on est dans l'os si on reste ici. Donc ils vont devoir se préparer à partir dans leur ballon en préparant diverses provisions. Et Jean se dit non, moi il faut que je reste parce que Nadia est super importante pour moi. Il faut que je sois là pour elle quoi qu'il arrive. Partez sans moi, on se retrouvera en Afrique, je partirai avec Nadia. Il y a des au revoir qui sont super jolis, super touchants entre Marie et Jean, qui bon, ont pas un poids ultra fort étant donné qu'ils se retrouveront à la fin de l'épisode, mais ça reste quand même joli, hein, très joli. Et ouais, on sent vraiment
volonté de la part de Jean d'être auprès de la fille qu'il aime. Et ça reste très joli, même si c'était un peu foireux dans la mise en scène à plusieurs moments. On sent vraiment cette volonté de la part de Jean d'aller jusqu'au bout, quoi, d'être prêt à faire l'impossible pour être avec Nadia. Et j'avoue que c'est assez joli, assez touchant à voir. Et voilà. Et en plus de ça, il y a cet effondrement de l'île qui se met en place. C'est assez fort à voir. Ça prend au trip. Il y a cette espèce de destin inéluctable qui a lieu. Ça se suit très bien. Donc là, c'est la partie autour de Jean. On va faire la partie autour de Nadia et donc de l'île, entre guillemets, qui est en fait le raid Noah dont on a parlé, ou le Noah pourpre, comme c'est dit en VF. Ce qui, je trouve un tout petit peu bizarre personnellement. C'est pas tant le côté pourpre pour remplacer rouge, c'est un peu bizarre ça, mais surtout pourquoi traduire Noah par Noah alors que c'est censé clairement être une référence à Noé. Même si c'est pas logique vu ce qu'on va avoir comme référence plus tard, mais voilà, ça devrait être le Noé pourpre, pas le Noah pourpre. Après, c'est des petits détails à la con, quoi. C'est juste histoire de m'attaquer rapidement à la VF. En tout cas, va y avoir donc Marie qui sera happée par cette salle des machines et c'est pas parfaitement raccord, je suis désolé, hein, avec l'épisode précédent où elle avait l'air totalement en confiance, il y a une voix qui m'appelle, alors mais vraiment je suis totalement à l'aise et lorsqu'elle va apprendre ce qui se passe, ce sera pas tellement à l'aise que ça, elle aura des tonnes de questions à se poser et elle donne pas l'impression d'être autant oh oui ça va bien se passer, rassure-toi, je sais ce qui se passe. Non, elle sait absolument pas ce qui se passe à la fin de l'épisode précédent. Donc pourquoi elle se comportait comme ça? C'est un peu bizarre. En plus qu'elle avait pas l'air d'être manipulée mentalement, quoi. C'était juste, elle entendait une voix qui l'appelait, quoi. C'est un petit peu bizarre, quoi. Des détails, c'est pas grave, hein, c'est juste histoire de dire. En tout cas, voilà, elle rencontre donc la voix de ce Noah pourpre, ce reine Noah, et qui, je pense, en termes de design, a pas mal inspiré Daft Punk, et qui lui raconte un peu plus en détail l'histoire d'Atlantis. C'était des extraterrestres. Voilà, ils sont arrivés sur Terre il y a quelque chose comme 2 millions d'années, je sais plus exactement le nombre qu'il dit, le gars. Et ouais, voilà, il venait de la nébuleuse M78, une connerie comme ça. On s'est posé là et on a fait... Sérieusement, ça sert à quoi? Non mais ça sert à quoi? Je me pose une question, hein. Vous ne pourriez pas juste dire que c'était une cité ancienne qui était déjà allée aussi loin en technologie, même plus loin en technologie que la société actuelle. Ça aurait appuyé le fait que les générations s'enchaînent, que les milliers d'années que notre société a mis à s'installer vraiment chez nous représentent un feu de paille par rapport à toute l'histoire de la Terre, tout ça, tout ça. Non, il faut que vous disiez, il y a des êtres humanoïdes qui sont pas humains. Parce que voilà, on met bien avant le fait que c'est pas eux qui ont généré toute la race humaine, qui viennent de l'espace. C'est eux qui ont fait ça. Je trouve ça tellement... tellement forcé pour rien. Je vois vraiment pas ce que ça apporte ce truc. Et sinon, ouais, quoi, c'est censé être une sorte de station spatiale, mais bon, étant donné que maintenant ils viennent de l'espace, Atlantide, c'est normal dans un sens que tout soit un peu spatial de leur part. Voilà pourquoi Gargoyle disait que c'était une station spatiale dans l'épisode, je sais plus combien, je crois que c'était le 25. Ça commence à faire un petit peu, je sais plus en détail le numéro d'épisode. En tout cas, voilà, ça explique un tout petit peu ça, mais c'est juste que je trouve un peu ça facile. Je trouve ça un peu trop facile, hein. Et ça donne vraiment l'impression que ça n'a pas été réfléchi en détail au départ, hein. Je sais pas si l'auteur de base est revenu pour cet épisode pour le relancer ou s'ils sont partis de notes qu'il a faites, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été réfléchi au début, hein. Ce genre de détails. Il y a des trucs qui donnent un peu l'impression d'avoir été réfléchis, mais d'autres, je suis pas sûr, hein. Genre, maintenant, en plus d'être la princesse héritière du pays de Tartessos, qui, on voit pas ça en détail dans cet épisode, je suis prêt à parier que elle s'est fondée, cette cité-là, à partir des survivants d'Atlantis qui s'est effondré il y a 20 000 ans. Voilà, je pense, hein, je vois pas d'autres explications logiques à ça, étant donné que
En plus donc d'être la princesse de ce peuple-là, eh ben c'est la grande descendante des Atlantes, elle n'est pas humaine. À l'origine, je suis sûr qu'elle doit être partiellement humaine quand même, hein. Je pense que dans la famille, il n'y a pas eu que de la reproduction entre Atlantes pures, hein. Il doit y avoir un petit peu de métissage quand même, hein. Mais bon, c'est un détail, c'est un détail. Et ouais, quoi, en tant qu'Atlante, quoi, c'est exactement la même chose que les humains. Et ouais, en tant qu'héritière d'Atlantide et de l'eau bleue, qui se faisait appeler pierre philosophale avant, ce qui est une invention totalement chrétienne, qui ne se faisait pas il y a 20 000 ans, donc je sais pas, apparemment, ce Noah pourpre, il a, il a tenu en compte, il a fait gaffe aux différentes périodes qui se sont passées après l'effondrement d'Atlantide, je pense. Donc ouais, il y a des tonnes de références comme ça qu'on nous balance, quoi. La pierre philosophale, ça s'appelait comme ça avant. Pourquoi vous mettez ça en avant à part pour faire une référence facile, je sais pas trop, je comprends pas, hein. Vous faites des tonnes de trucs comme ça, des tonnes d'informations à la con qui servent à rien, dans le propos, juste pour, je sais pas, nous perdre, vous montrer important, supérieur. Ça sert à quoi que ce soit des extraterrestres. C'est dommage parce que en soi, quoi, héritière d'un ancien peuple, à part donc des humains un peu normaux entre guillemets, ça passe très bien, quoi. Elle a une petite crise d'identité par rapport à ça et c'est super cool, vraiment. Hein, ça appuie vraiment le côté très fort du moment, mais je trouve qu'on fait pas mal de rajouts inutiles, personnellement. En tout cas, ouais, alors qu'il lui raconte tout ça, maintenant que la grande héritière de la pierre philosophale se trouve dans le Noah pourpre, dans une espèce de vaisseau principal qui représente tout l'héritage d'Atlantide ou un truc comme ça, et ben il est temps pour elle de retourner auprès des siens, donc à Atlantide, pour veiller sur les esprits de son peuple. Donc j'imagine que c'est l'Atlantide qu'on a vu dans l'épisode 16, ce me semble. Je dis attendez, ils sont tous morts, j'ai pas particulièrement envie de veiller sur eux, tant plus qu'il y a tous mes amis qui sont là dehors, qui risquent de crever, étant donné que vous vous immergez et tout, il y a un problème là, je suis pas d'accord, hein. Elle le prend pas assez bien, elle a sa petite crise d'identité qui est assez forte à avoir à ce niveau-là. Et qui est vraiment pas mal. Il y a une vraie force dans la mise en scène, dans ses considérations, dans le fait qu'elle est prise par toutes ces informations, même si une partie sont inutiles. Ça va nickel pour appuyer l'évolution du personnage et les informations qu'elle doit digérer. Et on comprend un petit peu qu'elle soit récalcitrante à suivre le mouvement, hein, parce que c'est pas forcément ce qu'elle veut. Surtout que c'est à ce moment-là que Jean finit par avoir enfin l'idée de retourner à cette salle des machines, alors qu'il n'avait pas eu cette idée-là avant, pour retrouver Nadia dans un élan désespéré pour la retrouver. Ouais, c'est assez fort, quoi. Il hurle son nom pour pouvoir entrer. Nadia le remarque enfin. Il y a l'intelligence artificielle qui remarque qu'elle a beaucoup plus d'intérêt pour une personne, qu'elle est plus attachée à ce genre, à cette vie qu'elle pourrait avoir avec lui, qui se dit, ok, elle n'est pas prête pour diriger Atlantide, elle n'a pas l'esprit à ça. Donc très bien. L'eau bleue te dirigera, te pointera où se trouve Tartessos, l'endroit où tu as grandi. Donc voilà, à nouveau, je pense que c'est une cité en Afrique, hein, apparemment. Hein. Ça me paraissait pas forcément évident, ça, mais bon, c'était une cité en Afrique et qui a été fondée par les Atlantes survivants de la grande catastrophe d'il y a 20 000 ans. Hein. C'est pas dit clairement, donc je vois que cette solution qui soit logique. Hein. Donc je pense que c'est ça. Hein. Et ouais quoi, elle finit par convaincre le gars à sortir de cet endroit-là pour rejoindre Jean. Dans un moment que j'ai trouvé assez mignon, qui joue un petit peu sur le fait que, étant donné qu'elle a passé la porte pour se rendre dans cette espèce de salle des machines, eh ben elle est un petit peu à poil.
Donc, lorsqu'elle revient voir Jean, elle lui dit de fermer les yeux pour pouvoir ne pas être captée par sa tenue d'Ève. Et donc, lorsqu'elle se découvre à lui, on ne montre absolument rien d'un tant soit peu pervers. Même Jean se dit merde, quoi, c'est vraiment pas le moment d'être pervers. J'ai retrouvé la fille que j'aime, j'ai failli la perdre tout et tout. On joue là-dessus. On joue de façon très jolie, très mignonne là-dessus. C'est un truc qui me plaît une fois de plus, j'en ai parlé dans Game of Thrones. On peut jouer sur la nudité de façon très intelligente et montrer un petit peu la mentalité des personnages là-dessus. C'est pas forcément du fanservice vulgaire juste pour attirer l'œil pervers. Et ça, j'aime bien ce genre de petits moments où on appuie des moments de nudité de façon à illustrer davantage la mentalité des personnages. C'est un truc qui me plaît beaucoup, donc je suis content de voir ce genre de truc. Vraiment, un très bon passage. En tout cas, hors champ, elle remet ses vêtements, il se bat du coin sans avoir trop d'idées en tête pour l'instant. Ils sont pris dans un dernier éboulement, mais sauvés de justesse par le Grattan. Donc voilà, ils n'auront pas été séparés très longtemps. C'est les retrouvailles assez jolies entre Nadia, Marie, King, un petit peu les autres. Et il y a Nadia qui dit un petit peu au revoir au reine Noah, qui s'immerge davantage, qui commence un petit peu de plus en plus à s'effondrer par rapport à cette île. Fin plutôt optimiste et des au revoir à une création technologique qui n'a vraiment été mise en avant qu'un épisode. C'est un peu comme la tour de Babel dans l'épisode 7-8. Hein. Elle a vraiment été mise en avant que sur un épisode à peu près, donc on n'a pas eu trop l'occasion de voir ce truc-là en action. Et voilà, hein, ça a l'air bien parti pour la suite. On va en Afrique, on va retrouver Tartessos, l'endroit où elle a grandi, Nadia. Seulement, voilà, il y a un Garfish qui apparaît et voilà, parce que on a montré rapidement en milieu d'épisode que Gargoyle avait repéré les déplacements du Noël pourpre parce qu'il le recherchait depuis un certain temps. Ça me paraissait pas super clair. Ce qu'il voulait faire, il me semblait que c'était une construction, mais à nouveau, j'ai peut-être pas fait gaffe. Dans l'épisode 25-26, à nouveau, je sais plus exactement le numéro de l'épisode. En tout cas, voilà. Le Gargoyle est reparti pour faire un petit peu chier nos protagonistes. Et si ça se trouve, il va peut-être essayer de mettre la main sur le reine Noah, où il y arrivera pas, c'est pas clair, mais bon, hein, ça c'est le suspense pour la suite. Et c'était un bon épisode bien réussi qui appuyait de façon très efficace la mentalité de Nadia et de Jean par rapport à leur relation, par rapport au passé de Nadia. C'était assez fortiche. Ça a terminé cet arc des îles avec un grand bang, une espèce de petite catastrophe à échapper qui était assez prenante à suivre. Ça a fait du super boulot à ce niveau-là. Après, comme je l'ai dit, il y a quelques mises en scène un petit peu grossières et forcées de temps en temps et ouais, des moments de personnages dont on aurait pu se passer. Hein, mais c'est des détails, mais des détails qui s'accumulent un petit peu trop pour que je considère cet épisode comme excellent, comme faisant partie de la crème de cette série. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout à fait un pouce levé. Donc qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Cela étant, oui, ça fait plaisir de revoir un épisode de cette qualité après tout cet arc qui était loin d'être sensationnel. Cela étant, d'après ce que j'ai compris, les épisodes 32 à 34 vont pas être géniaux non plus. Hein. J'ai eu pas mal de commentaires pour dire waouh, ça va être de la merde, limite on pourrait sauter ça. Donc je m'attends à quelque chose de particulier, donc on verra, peut-être que je serai agréablement surpris et que je verrai ça d'un œil différent de ceux qui n'ont pas aimé, mais sait-on jamais, ça me paraît relativement peu probable, mais pas totalement improbable non plus. Ah, on verra, peut-être que ce sera la surprise, ou peut-être que ce sera la grosse merde qu'on m'a promis. On verra bien, à bientôt pour l'épisode 32, bye.